Avant de commencer, j'aimerais exprimer des sentiments de gratitude aux organisateurs, à Muriel Ubeda-Sayar et au professeur Pellet avec la Société française de droit international, et puis vous féliciter avec tous ceux qui ont contribué à la décision d'avoir maintenu cette journée d'études. Venant de l'étranger, vous l'avez immédiatement remarqué pour celles et ceux qui ne connaissent pas ma nationalité, ma petite musique vous aura indiqué que je viens d'un des pays voisins, de Suisse. Je ne peux que m'associer aux sentiments de solidarité et de compassion qui ont été exprimés. Un tout petit mot d'introduction à titre personnel. Je vais vous faire un aveu. Lorsque j'ai eu connaissance du titre de la journée d'études, je me suis dit, oh, j'ai enseigné 24 ans, un certain nombre d'années à Fribourg et puis à Genève. J'ai été dans la pratique du droit international au ministère des Affaires étrangères et à l'ONU à New York. Et je ne me souviens pas vraiment, dans la pratique en tout cas, d'avoir été confronté à une situation concrète dans laquelle le débat se situait en termes d'application de l'adage lex specialis, et où l'adage était utilisé pour trouver une solution concrète dans un cas particulier. Alors je me suis dit, je me réjouis beaucoup de participer à cette journée d'études parce que je vais découvrir tout ce que j'ai manqué, tout ce que j'ai manqué. Et pourtant, je me suis trouvé bien entendu dans des situations dans lesquelles il y avait contradiction entre différentes règles de droit, et pour ne mentionner que deux des domaines les plus sensibles dans lesquels ça m'est arrivé, je mentionnerai bien sûr la relation entre immunité d'État ou immunité d'organisation internationale d'une part et droit international des droits de l'homme d'autre part, et puis un domaine certainement sensible dans lequel j'ai été appelé à être actif, c'était celui de la compatibilité entre régime de sanctions du Conseil de sécurité et droit international des droits de l'homme. Mais pourtant, à aucun moment dans ces cas-là, je n'ai eu affaire à un collègue, un collaborateur ou quelqu'un qui m'aurait soumis une note en me disant « dans le cas particulier, l'adage lex specialis voudrait que votre opinion aille dans tel ou tel sens ». Et je me suis demandé, dans le fond, pourquoi ça ne m'était pas arrivé. Et j'ai commencé à découvrir aujourd'hui pourquoi, notamment en entendant le professeur Vincent Correia qui nous a dit ce matin « l'adage lex specialis soulève autant de problèmes qu'il permet d'en résoudre ». Alors, pour un praticien appelé à donner en termes simples un conseil à un décideur, c'est évidemment un instrument difficile à manier. J'ai eu l'impression, en entendant les interlocuteurs particulièrement brillants que nous avons entendus, que dans le fond, cet adage était un instrument que je percevais un peu comme une bombe à fragmentation ou à sous-munition, en quelque sorte. Vous utilisez la bombe et en réalité, vous délivrez un certain nombre d'engins explosifs dont vous ne savez pas du tout s'ils vont exploser, quand ils vont exploser, à quel endroit ils vont exploser. Et surtout, je suis assez sûr que vous avez avec cela un instrument que vous pouvez très bien prendre en boomerang, suivant la manière dont il est utilisé, suivant ce que l'on qualifie de spécial, ce que l'on qualifie de général. Et j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt l'explication de notre collègue, le professeur Mario Prost, ce matin, lorsque, en dialogue avec l'un des participants, une de ses conclusions était que les flottements relatifs à l'adage lex specialis étaient d'une certaine manière, en tout cas en partie, un reflet des flottements du droit international. Et là, on s'est engagé dans une discussion sur l'importance des choix politiques. C'est certainement une manière réaliste de voir les choses, encore que, et là je suis absolument ravi de voir beaucoup de représentantes et représentants de la jeune génération, et je vais dire quelque chose qui paraît évident, qui ne l'est pas forcément et avec qui tout le monde ne sera pas d'accord. Lorsque l'on parle de choix politique, je le sais pour m'en être entretenu avec M. Prost, il parle de politique au sens évidemment le plus élevé, au sens noble, et non pas d'attitude politicienne ou de tactique mesquine, etc. Mais il parlait d'enjeux plus profonds. Et dans ce cas-là, j'aime autant rappeler à quel point il serait dangereux de voir le droit international comme un instrument technique en main de spécialistes
il s'agit, à mon avis, lorsqu'il est question du respect du droit international, de l'application du droit international, bien évidemment non pas d'une question de technique, mais je dirais d'une question de culture, au sens où les Italiens utilisent le mot culture, d'une question de civilisation, d'une question politique comme vous le dites, mais j'utilise d'autres termes pour montrer qu'il y a là derrière des choix fondamentaux qui peuvent être résumés principalement dans la volonté de faire en sorte que le droit ait la primauté dans la société. Alors, dans des sociétés occidentales industrialisées, on vit de manière un peu luxueuse et on a l'impression que le principe de la primauté du droit va de soi. Et pourtant, il y a tellement d'endroits dans le monde dans lesquels ça n'est pas le cas, et dans la communauté internationale, d'une façon générale, certainement pas encore. Et là derrière se cachent les questions absolument fondamentales de relations entre droit et pouvoir, et de relations entre justice et droit, entre droit et justice. Et donc, lorsqu'il était question tout à l'heure de politique, je voudrais dire qu'il s'agit de questions de choix qui tendent à faire prévaloir une culture de prééminence du droit, y compris dans la communauté internationale. Cela dit, on pourrait comprendre ce que vous avez dit sur les choix politiques comme étant tout aussi réaliste à un autre niveau, disant qu'il n'est pas rare que des décideurs, probablement aussi des juges, à cet égard j'ai une expérience limitée, acquièrent graduellement, au travers d'une procédure, leur propre conviction en ce qui concerne la solution qu'ils vont considérer comme la plus juste ou la plus adéquate, et ensuite vont remonter à un raisonnement pour arriver à la conclusion qu'ils souhaitent voir retenue. Bien, on pourrait continuer sur ce ton, mais je voulais simplement dire que pour les plus jeunes, lorsqu'il est question de choix politiques, il faut vraiment réaliser qu'il s'agit avant tout, je pense, de faire prévaloir le principe de la primauté du droit sur la force, le principe, et d'un droit conçu comme, autant que possible, ce qu'il faut, incorporant les exigences de la justice. Et dans ce contexte-là, je note simplement que des travaux tels que ceux de cette journée et les publications qui vont suivre sont certainement extrêmement utiles parce qu'ils devraient permettre aux praticiens qui lisent ces travaux au moins de faire un usage plus conscient, plus mesuré, plus prévisible de l'adage l'ex-spécialiste. Parce que évidemment pour des conseillers, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'absence de prévisibilité, l'absence de sécurité est extrêmement difficile et rend difficile l'usage d'instruments de ce genre. Voilà, j'ai été presque un peu trop long dans ces propos introductifs. Je vous présente rapidement la physionomie de cette dernière session en deux parties. Le titre général en est les enseignements de la pratique. J'ai proposé quelques réflexions qui viennent précisément aussi de l'expérience pratique. Nous allons entendre deux points de vue particuliers, l'un sur le point de vue du droit international des investissements et l'autre sur le point de vue du droit de l'Union européenne, et je l'ai dit, et ensuite nous aurons une table ronde. Mais vous aurez la possibilité de vous exprimer sur les deux exposés que nous allons entendre. Maintenant, le premier est présenté par le professeur Franck Latti, Université Paris-Ouest Nanterre, La Défense. Chers collègues, vous avez la parole.